Mesdames, Messieurs, chers collègues, il est 19 heures. Nous allons donc commencer ce conseil municipal. Je souhaite la bienvenue aux toujours très nombreux publics présents dans la salle et ainsi qu'à tous les pèlerinés et pèlerinaises derrière leurs écrans. Donc nous allons commencer par l'appel des conseillers. François de Laujardière, il est présent. Cécile Mériadec. Présent. Paul Brunet. Présent. Marie-Christine Curodo. Pascal Monnier. Présent. Brigitte Doucet. Présent. Jean-Luc Billan. Présent. Valérie Allemand. Philippe Berthoud. Présent. Patrick Gavouillère a donné procuration à moi-même, François de Laujardière. Monique Serrault a donné procuration à Cécile Mériadec. Patricia Théier. Jean-Luc Lécuyer. Jackie Plénaud, Alain Lecause, Sylvia Brizard. Thibaut Goupil a donné procuration à Adélaïde Fourage. Thomas Lecam, Virginie Merlet, Mathilde Kerfourne, Jean-Michel Moussu, Christian Dréan, Emmanuel Labarre. C'est le pouvoir, d'accord, a donné pouvoir à Madame Pérez. Okay. Nicolas Lécureuil, Anne Pérez, Christelle Delerue, Jean-Luc Michonneau et Françoise Paquet. Parfait. Nomination du secrétaire de séance, c'est donc Jackie Plénaud qui va se coller à cette tâche et je l'en remercie. Nous passons ensuite à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 mars 2024. Est-ce que vous avez des remarques sur ce PV? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. L'ordre du jour. Donc nous allons commencer par les décisions prises par le maire. Ensuite, en finances et ressources humaines, nous aurons l'approbation du compte financier unique 2023, l'affectation définitive du résultat de l'année 2023, l'adhésion à la centrale d'achat télécom 10 collectivités et la modification du tableau des effectifs. Petite enfance, enfance, jeunesse, il y avait une délibération qui a été supprimée à la demande des services, celle qui concerne la modification du règlement des services périscolaires, et elle a été retirée et sera présentée au Conseil du 1er juillet. Ensuite, solidarité affaires sociales, donc c'est le plan partenarial de gestion à la demande de logement social et d'information du demandeur. Donc c'est un avis de la commune du Pèlerin. Ensuite, un point urbain où nous aurons la dénomination des espaces verts et plein air de la commune et dénomination d'une voie nouvelle. Ensuite, une dénomination d'un bâtiment communal, la cession de la parcelle cadastrée AA 107, la cession de la parcelle cadastrée AK 152P, la cession de la parcelle AA 74. Ensuite, un volet des cultures, démocratie participative, manifestation, attribution d'une subvention de projet sans convention pour le printemps au cirque avec The Serious Road Trip, l'attribution d'une subvention de projet sans convention pour le spectacle Hors les murs avec le Sirius, l'attribution d'une subvention de projet avec convention pour le spectacle Les Pèlerinais, l'attribution d'une subvention de projet avec convention pour l'association ADED, c'est les petites voitures, enfin non, les grosses voitures, pas les petites voitures. Ensuite, la convention de partenariat avec l'association Jazz en Ré. Ensuite, vie économique et tourisme, le rapport d'activité 2023 de la Sogémar sur l'exploitation du marché du Pèlerin. Enfin, accessibilité, la présentation du rapport 2023 de la commission communale pour l'accessibilité. Et ensuite, nous aurons les questions et informations diverses. Et avant de passer aux décisions prises par le maire, 3 informations. La première, peut-être que vous l'avez déjà lu dans la presse, c'est le départ en retraite de Jean Blaise à la fin de l'année. Voilà, donc comme c'était métropolitain, je me suis dit autant l'informer.
Je rappelle également la remise du label Territoire Bio Engagé ce mercredi, donc demain à 16 h. Et puis également une petite information de dernière minute. Donc nous avons su l'accord du préfet et la direction régionale de l'environnement et du logement sur la création d'un terrain de foot synthétique et de pistes d'athlétisme ainsi que des vestiaires. Donc au bout de 8 ans, nous sommes arrivés au bout du bout et le préfet nous accorde donc cette création d'un terrain de foot synthétique. Et là, je remercie tous les services qui depuis 8 ans ont quand même œuvré, en particulier sur la dernière année, pour pas le citer, le DGS qui s'est bien investi, mais également les finances, parce qu'il fallait bien également jouer avec les finances, aussi bien élus qu'agents. Donc vraiment, et tous ceux qui ont travaillé pour arriver à cet accord. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et nous allons commencer les examens. Non, nous allons commencer les décisions prises par le maire. La première, Monsieur Michneau, je vous en prie. Oui, Monsieur le maire, avant de passer aux décisions que vous avez prises à l'ordre du jour, je tenais à rappeler, mais tout le monde le sait déjà, que votre collègue maire de Boye a été victime de menaces et de propos au moins injurieux, pour ne pas dire plus. Et nous pensons que peut-être notre assemblée pourrait, par un courrier de votre part, lui apporter un soutien, quel que soit le bord et quelles que soient les idées qu'on défend. Une attaque contre un élu, c'est forcément une attaque contre la démocratie. Merci. Alors effectivement, mais enfin, on peut toujours faire un soutien du pèlerin, mais le soutien a été fait pour l'ensemble des 24 maires de la commune par l'intermédiaire de Jonah Roland, la métropole. Donc, je reviens donc à mes décisions du maire. La première concerne le marché. On arrête de jouer, s'il vous plaît. On arrête l'avenant numéro 3 du marché du plan guide opérationnel. Donc là, je vais laisser la parole à Brigitte qui va nous expliquer pourquoi cet avenant. Alors tout simplement parce qu'il était prévu un atelier citoyen lors de la deuxième phase, c'est-à-dire la phase élaboration du plan guide et proposition de scénarii, etc. Donc le premier atelier a donc eu lieu. Il a montré une forte appétence pour les habitants parce qu'on avait entre 40 et 50 personnes. Le problème, c'est que notre prestataire n'a pas été au niveau. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait intervenir son partenaire Radar, qui est spécialiste de la démocratie participative. Et donc, fort d'un constat très mitigé, même si ça a servi à s'arrêter sur des options ou au contraire éliminer certaines autres options. Mais le résultat n'était pas satisfaisant, donc on a recontacté notre prestataire Super 8 en leur demandant d'organiser un autre atelier citoyen, mais là pour le coup en présence de représentants de Radar, dont c'est vraiment le métier. Et effectivement, ce deuxième atelier citoyen a été très constructif. Donc c'est pour cela qu'il fallait faire un avenant. Alors je vous passe les détails parce qu'on a un peu négocié quand même, mais là il s'agit d'un avenant pour la somme de 1150 € hors taxe, soit 1380 € TTC. Voilà, monsieur le maire. Très bien. Et puis également dans cette même avenant, donc il y avait la prolongation de ce marché du plan guide, donc d'un délai de 7 mois, soit jusqu'au 25 novembre 2024. La décision suivante concerne la convention d'occupation précaire d'un logement de Allée des Jonquilles. Donc c'est le logement qui se situe au-dessus de la Poste. Donc on décide de louer à monsieur et madame Bouilly, donc une maison située 2 Allée des Jonquilles, en attendant la reconstruction de leur maison, de leur logement. Ensuite, décision suivante, ça concerne une convention d'occupation précaire d'une emprise communale au profit de la GAEC du Rocher. Donc, comme je l'expliquais la fois dernière, c'est sur les 3 terrains que nous avons achetés. Donc, il y en a 2 qu'on va mettre
au GAEC du Rocher pour faire de la pâture ou de faire du semis, enfin des céréales. Et par contre, celui qui est en haut, donc on va lui demander de le laisser en pâture de façon à ce que l'année prochaine on puisse installer le Serious Road Trip, enfin c'est comment son chapiteau pour les pèlerins. C'est le but de cette convention. Oui, Monsieur Moussu. Oui, je trouvais qu'elle était un peu légère, là, cette convention. Donc, je vais vous exprimer mes suggestions. Donc, concernant l'occupation précaire de la GAEC du Rocher jusqu'au 31/12/2024, il n'est pas explicitement indiqué que la municipalité pourra récupérer à tout moment les parcelles, ou tout du moins la parcelle AK 141, qui restera en prairie pour pâturage, point d'interrogation, ou pour faire du foin. Car qui dit foin dit récolte. Il n'est pas plus explicité clairement que la GAEC ne pourra pas prétendre à une compensation si la municipalité devait récupérer tout ou partie de ces parcelles avant cette date. Quant aux parcelles AK 80 ou AK 81, cela va sans le dire, mais c'est mis en le disant que celles-ci ne pourront pas être récupérées avant que les récoltes éventuelles soient faites. Pour le coup, il serait souhaitable qu'un préavis soit indiqué pour tenir compte des différentes contraintes pour les deux parties. Alors, on sait peut-être, je vais regarder de plus près les services pour regarder de plus près, mais la chose est très claire, hein, c'est comme je le disais, la parcelle en haut, donc c'est de la pâture, donc pas de foin, hein, c'est uniquement de l'herbe, et puis on mettra, ils mettront des vaches dedans. Et par contre, sur les deux autres terrains, ils feront bien ce qu'ils souhaiteront de faire, soit du foin, soit du maïs, du blé, ou de l'orge, ou d'autres choses. Et on va regarder, on va prendre en considération ce que vous avez dit. Décision suivante, ça concerne la convention d'honoraires en temps passé avec la SARL Maudet-Camus. Donc je relaisse la parole à Brigitte Doucet. Alors, il s'agit des deux parcelles qui constituent les terrains chansons. Donc, suite aux travaux de la commission, on a donc présenté des scénarios d'abord aux riverains, puis ensuite à la population. Et nous sommes réunis à nouveau après cela. Et il s'est avéré qu'il est sorti du lot l'installation d'une maison médicale. Or, avant de travailler sur cette maison médicale, il est nécessaire de retourner vers le juridique, c'est-à-dire de qualifier juridiquement ces deux parcelles qui sont grevées d'un cahier des charges ou pas, en tout cas d'être sûr. Bon, ça n'empêchera pas que même s'il n'y a plus de cahier des charges, ce qui est fort probable, ou plus de conventions ou quoi que ce soit, on n'ira pas contre les habitants, hein, on est toujours dans la même optique. Mais il était nécessaire d'interroger juridiquement ces deux parcelles. Voilà. Très bien, merci. Oui, Monsieur Dréan. On peut connaître la somme sur le montant de cette... Je ne l'ai pas non plus. Mais on va vous le dire, on vous le dira, il n'y a pas de problème. Le montant. Ah non, c'est au temps passé. Ouais, au temps passé. Donc, Je sais pourquoi, parce que c'est encore en cours. Ouais, d'accord. Mais une fois que le temps sera passé, on vous dira le montant. Il y aura une décision qui sera. Et enfin, dernière décision, ça concerne le prêt d'un véhicule de type minibus à l'association North Ferriby. Donc, à l'occasion de la venue de nos amis anglais, donc nous prêtons à l'association le minibus pour qu'il puisse déambuler dans la commune. Voilà pour les décisions du maire. Ensuite, nous passons au volet finances ressources humaines. La première délibération concerne l'approbation du compte financier unique 2023 et je laisse la parole à Pascal Monnier. Merci Monsieur le maire. Le compte financier unique retrace les résultats de l'exécution du budget. Donc désormais c'est le deuxième que l'on présente, c'est un document conjoint entre l'ordonnateur, c'est-à-dire l'exécutif représenté par Monsieur le maire, et le comptable public qui est en charge de procéder à l'exécution des dépenses et au recouvrement des recettes.
Donc c'est un document qui permet d'avoir à la fois une vision détaillée et synthétique de la situation financière de la commune à la fin de l'exercice 2023. Tout d'abord, le résultat de clôture de l'exercice 2023 est donc de 790 047,58 €. Et il est calculé à partir du résultat de l'exercice de la section de fonctionnement, qui est donc la différence entre les recettes et les dépenses, pour un montant de 858 743,94 €. Et également par le résultat de la section d'investissement, qui est d'un montant de moins 68 696,36 €, en tenant compte du résultat de clôture de 2022. Pour ce qui concerne la section de fonctionnement, et en commençant par les recettes, le montant des recettes réelles est donc de 5 972 436,24 €. Et donc ces recettes de fonctionnement ont augmenté de 5,16% par rapport à 2022. Cette évolution s'explique principalement tout d'abord par la hausse des produits des services, plus 28 000 €, et sur ces 28 000 €, 24 000 viennent au titre des redevances et droits des services périscolaires. Également, la hausse du chapitre 73, impôts et taxes, pour un montant de 253 000 €. Alors l'augmentation de ce chapitre est liée à plusieurs choses. Tout d'abord, l'augmentation des contributions directes. Ce que l'on appelle les contributions directes, c'est la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, taxes foncières et taxes foncières non bâties, qui a augmenté de 289 000 €, d'une part du fait de l'indexation des bases sur l'inflation en 2023, et de la hausse des taux d'imposition de 7% qui avait été décidée l'année dernière. Également la dotation de solidarité communautaire qui progresse de 2,78%, donc plus 21 000 €. De la taxe sur la consommation finale d'électricité pour 33 000 € supplémentaires, mais également tient compte d'une baisse de 91 000 € de la taxe additionnelle sur les droits de mutation. Donc au final, ce chapitre a augmenté de 7,81%. Il convient de souligner que ce chapitre représente 59% des recettes de la commune. L'autre chapitre, les dotations et participations, qui représentent 30% de nos revenus, augmente de 6,70%, essentiellement du fait des dotations de l'État qui ont progressé de plus 56 000 €, essentiellement du fait de la dotation de solidarité rurale qui, à elle seule, représente plus 46 000 €. Les autres produits essentiellement composés du relevé des immeubles augmentent de 8%, à hauteur à peu près de l'inflation. Et il est à souligner qu'il n'y a pas eu de cession en 2023, donc pas de recettes exceptionnelles, ce qui explique la baisse de 120 000 € par rapport à 2022. Pour ce qui relève des dépenses de la section de fonctionnement, ces dépenses réelles de fonctionnement d'un montant de 4 825 771,85 € ont enregistré une évolution de 2,89% par rapport à 2022. Pour mémoire, l'évolution des années précédentes était pour 2020-2021 de plus 5,49% et de plus 6,78% entre 2021 et 2022. Donc il s'agit d'une évolution maîtrisée en 2023 dans un contexte assez difficile. Et cela s'explique d'une part par des dépenses de personnel qui sont en hausse à hauteur de 5,35%, du fait de mesures exogènes qui s'imposent à la commune, l'impact de l'augmentation du point d'indice, l'augmentation du SMIC qui se répercute sur le bas de certaines grilles indiciaires, mais également sur des décisions internes, c'est-à-dire la volonté de poursuivre la revalorisation du régime indemnitaire des agents de catégorie C, et d'accompagner autant que possible l'évolution de carrière des agents. Donc avec 2 700 000 € en arrondissant, ce chapitre représente 56% de nos dépenses réelles. Avec 27% de nos dépenses, le chapitre des charges générales a augmenté de 2,92%, soit plus 36 000 €. Je ne fais pas la liste de toutes les dépenses, j'ai retenu les principales qui ont augmenté. L'entretien immobilier et les contrats de maintenance, qui représentent plus 73 000 €, les achats de prestations de services, plus 18 000 €, bien souvent indexés sur l'inflation, et des fournitures pour plus 24 000 €. Mais il apparaît, et on peut le constater dans ce compte de 2023,
qu'en contrepartie de certaines de ces dépenses, cela permet d'optimiser et d'améliorer le fonctionnement de nos installations. Et associé aux mesures qui ont été prises l'année dernière dans le cadre du plan de sobriété énergétique, cela se traduit concrètement par une baisse significative des dépenses d'énergie. Le poste a baissé de 30 000 €. Pour les autres charges de gestion courante, le chapitre 65, elles augmentent de 46 000 €, soit plus 10,4%. Sur les 46 000 €, 32 000 € supplémentaires pour assurer le fonctionnement et l'équilibre budgétaire du centre communal d'action sociale, et une hausse des subventions de fonctionnement accordées aux différentes structures de la commune pour plus de 6 000 € supplémentaires. Le chapitre des atténuations de produits est quant à lui en baisse de 77 000 €. Et cela s'explique par deux choses. La première, une diminution du reversement de l'attribution de compensation, ce que l'on renverse à la métropole. Alors c'est une diminution temporaire de 34 000 € parce qu'en 2023, il y a eu un rattrapage et donc on a bénéficié de 2 années. L'année prochaine, on reviendra et on aura plus de 17 000. Voilà. Et surtout de 35 000 € du fait de l'exonération de la pénalité de la loi solidarité rurale et urbaine, la loi SRU, qui, il faut le rappeler, est due par les communes qui n'atteignent pas les objectifs de construction de logements sociaux. En conclusion de cette section de fonctionnement, avec une hausse de nos recettes associée à une maîtrise des dépenses de fonctionnement, l'objectif d'enrayer l'effet ciseau, c'est-à-dire d'une augmentation des dépenses plus rapide que celle des recettes, est atteint. Ainsi, en 2023, le taux d'évolution est de plus 4,54%, alors qu'il était entre 2020 et 2021 de moins 0,51% et de moins 2,87% entre 2021 et 2022. Mais il convient de rappeler que ce résultat n'a pu être obtenu qu'en ajustant le seul levier dont dispose une commune sur les recettes, à savoir le taux d'imposition, ce que l'on fera qu'une seule fois, mais aussi en réduisant autant que possible nos dépenses qui n'ont évolué, rappelons-le, que de 2,89%. En conséquence, il est impératif de poursuivre la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement si l'on ne veut pas dégrader très rapidement la situation financière de la commune et devoir à nouveau modifier les taux d'imposition. Aussi, pour cet exercice 2023, cela permet de dégager un autofinancement, une capacité d'autofinancement brut de 1 147 000 €, ce qui permet à la commune de disposer d'une capacité d'autofinancement pour les investissements futurs. En matière d'investissement, les dépenses d'investissement de 2023, les dépenses d'équipement sont à hauteur de 1 252 459,66 €. Ces dépenses d'équipement ont été exécutées au sein des différentes opérations budgétaires, et donc voici les principales dépenses. 27 000 € pour des études complémentaires pour le pôle sportif, le terrain de foot intercommunal. 213 000 € pour de travaux pour la réalisation du futur centre technique municipal, dont la livraison est annoncée pour octobre 2024. 565 000 € de dépenses pour la réfection des toitures et bardages du bâtiment de la gendarmerie, qui, rappelons-le, appartient à la commune. 92 000 € de travaux d'aménagement pour les nouveaux locaux des associations à caractère social. 64 000 € pour le changement de menuiserie à l'école Aimé Césaire et pour le plan particulier de mise en sécurité, le PPMS, sur les 3 écoles. 22 000 € ont été dépensés également pour la sécurisation du terrain de foot à 5, 27 000 € pour l'acquisition d'un véhicule électrique, 33 000 € pour la remise à niveau de la vidéoprotection et 71 000 € concernent l'étude urbaine en cours. À noter qu'il y a en 2023 351 000 €, et j'arrondis, de reste à réaliser, c'est-à-dire des marchés qui ont été comptablement engagés en 2023 et pour lesquels les paiements des factures s'effectuera en 2024. Il s'agit du marché de maîtrise d'œuvre du centre technique municipal et du terrain de foot pour 84 000 €, des travaux de sécurisation et de menuiserie sur les bâtiments scolaires à hauteur de 11 000 €, des travaux sur les équipements publics, la mairie annexe, maison de l'enfance, le mur du champ de foire par exemple,
pour un montant de 148 000 euros, et des travaux de revêtement des allées du cimetière pour 13 000 euros. Pour financer ces dépenses d'équipement, la collectivité a mobilisé sa capacité d'autofinancement et a également perçu des subventions à hauteur de 52 000 euros, dont 10 000 euros au titre du plan de relance sur les cantines scolaires, 6 000 euros d'un bonus écologique et 34 000 euros de subventions sur le socle numérique pour les écoles. Et également, nous avons encaissé pour 207 000 euros le montant du fonds de compensation de TVA, qui est un reversement d'une partie de la TVA que les communes payent. Pour la 3e année consécutive, il n'a pas été nécessaire d'emprunter. Et de ce fait, l'encours de la dette continue donc de se réduire, et donc il est fin 2023 à hauteur de 3 370 180 euros. Le taux moyen de cet encours est donc de 2,16%. Il est composé à plus de 77% par du taux fixe et 22% sur du taux structuré, actuellement à un taux fixe de 3,8%. Aussi, donc, le ratio de capacité de désendettement, qui est donc le rapport entre le nombre d'années de l'encours de la dette divisé par l'épargne brute, il est de 2,94 années. En conclusion, à la sortie, du moins espérons-le, de la crise inflationniste 2022-2023, les comptes de la collectivité arrêtés au 31 décembre 2023 permettent de confirmer les orientations qui ont été prises pour y faire face. Une gestion responsable et assumée en matière de recettes fiscales, associée à des orientations maîtrisées des dépenses de fonctionnement, qui indissociablement ont permis de contrer l'effet ciseau qui s'amorçait. La commune conserve ainsi une capacité d'investissement dans des équipements structurants et à pouvoir poursuivre de la rénovation énergétique de bâtiments existants, et ce, tout en préservant des marges de manœuvre pour l'avenir. Et pour terminer, je souligne que la commission finances et ressources humaines qui s'est réunie le 14 mai dernier a donné un avis favorable à l'unanimité sur ce compte financier unique 2023. Voilà, monsieur le maire. Merci Pascal de ces informations limpides, je dirais. Avez-vous des questions sur ce compte financier unique? S'il n'y en a pas, je vais laisser, parce que je dois m'absenter, je vais laisser, pour la délibération, je vais laisser Cécile Mériadec procéder. Donc, le conseil municipal est amené à approuver le compte financier unique 2023, arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. On peut faire revenir monsieur le maire. Parfait. Ah, Madame Paquet. Juste une petite question, ça se passe comment pour la procuration de monsieur Gavouillère, du coup, puisque vous êtes sorti? Ah. Il y a une main qui est restée là. Et voilà. Ah bon, voilà. Ouais. Question pertinente, Madame Paquet. Toujours. Je sais pas, mais celle-ci est pertinente. Délibération suivante, ça concerne l'affectation définitive du résultat de l'année 2023. Pascal Meunier. Oui, donc brièvement. Effectivement, une fois que le compte financier unique de l'exercice a été voté, donc les résultats de l'exercice doivent être définitivement affectés au budget 2024. Il vous est proposé d'affecter les 858 743,94 € d'excédent de la section de fonctionnement comme une recette de la section d'investissement 2024
par inscription de ce montant au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé. Et pour rappel, le déficit d'investissement, quant à lui, est automatiquement reporté en dépenses de la section d'investissement du budget 2024. Je souligne, j'en profite, s'il y avait une délibération avant le vote du BP qui était des affectations provisoires, qui était d'un montant, on avait un résultat de clôture qui était de 791 000, une petite différence. Et entre le vote de cette affectation provisoire et la clôture définitive des comptes, il y a eu une ou deux régularisations avec le comptable public pour 1000 et quelques euros, d'accord, ce qui explique la petite différence. Normalement, il faudrait, puisque ça c'était inscrit dans le BP qui a été voté, on avait inscrit un report à hauteur de 791 000 euros, il faudra faire une décision modificative, et on la fera en cours d'année. On n'a pas voulu faire une décision modificative spécifique pour celle-là. On s'est rapproché auprès du comptable public. Il suffit que la décision soit prise une fois dans l'année pour régulariser. Donc lors d'une prochaine décision modificative, on ajustera exactement dans le budget 2024 les chiffres que vous voyez ici. Pour terminer, la commission finances et ressources humaines du 14 mai dernier avait également donné un avis favorable à l'unanimité sur cette affectation définitive. Merci Pascal. Avez-vous des questions sur cette affectation? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Le conseil municipal est invité à affecter au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé la somme de 858 743,94 €. Autorisez monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Parfait. Délibération suivante, elle concerne l'adhésion à la centrale d'achat télécom dit collectivité, présentée par Alain Lecause. Merci, monsieur le maire. Alors, pour rappel, e-collectivité, c'est un syndicat, une centrale d'achat de la Vendée, donc qui est rattachée à la Maison des communes. Donc, bien, c'est une structure de collectivité locale qui a été, je dirais, recommandée fortement par la région Puy-de-la-Loire et les associations de maires pour faire bénéficier l'ensemble des acteurs du territoire ligérien de tarifs préférentiels. Il y a 1 an et demi, 2 ans, nous avions déjà adhéré pour une partie qui était la RGPD, la gestion des données que nous avons à l'échelle d'une commune. Et grâce à cette adhésion, nous avons un délégué mutualisé qui gère la réglementation autour des données. Donc on avait profité et fait des économies à ce niveau-là. Alors cette fois-ci, e-collectivité a procédé au cours du 3e trimestre 2023 à un appel d'offres, une consultation auprès d'opérateurs télécoms pour la fourniture d'un ensemble de services, mobilité, donc pour les mobiles, et pour les appels fixes. Donc les conditions obtenues lors de cette consultation peuvent bénéficier aux adhérents d'e-collectivité dans le cadre de ce marché, dans les conditions définies par les statuts du syndicat. Le pèlerin, donc la commune, souhaite bénéficier de ces conditions techniques et financières en adhérant à la centrale d'achat télécom d'e-collectivité pour ces marchés. Alors nous, plus précisément, c'est sur la partie mobile où on a un intérêt financier de pouvoir adhérer aux 2 opérateurs mobiles, parce que 2 ont été retenus dans le cadre de ce marché. Et pour cela, la collectivité doit adhérer gratuitement à cette centrale d'achat télécom et honorer les engagements qu'elle aura pris auprès des opérateurs télécoms de ce marché. La commission finances ressources humaines du 14 mai a donné un avis favorable à l'unanimité. Et je laisse monsieur le maire pour la suite. Merci Alain. Oui, monsieur Moussu. Juste une petite question. Ça va nous rapporter quoi? Enfin, combien financièrement? Il y a un pourcentage, hein, à peu près. Alors, et c'est sur le matériel, oui, et le prix des communications, les deux? Alors, le prix des téléphones et les matériels, oui. Après, dans le marché, vous avez toujours il vous propose un centre de téléphone, mais ça c'est dans le cadre du marché. Je n'ai pas la vision précise sur le coût du changement de matériel. Par contre, sur les abonnements, aujourd'hui, je crois qu'on est aux alentours de 12-14 € d'abonnement par mois. Et grâce à cette centrale, on va descendre aux alentours de 4-5 €. Après, il y a 2 opérateurs mobiles. On choisira en fonction aussi de la couverture que propose chaque opérateur mobile sur notre commune. Ça, c'est un choix fait par les services et monsieur le maire. Ok, merci.
D'autres questions? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à adhérer à la centrale d'achat dit collectivité. Autorisez monsieur le maire à signer la convention d'adhésion à la centrale d'achat télécom dit collectivité. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Délibération suivante, elle concerne la modification du tableau des effectifs présenté par Cécile Mériadec. Donc, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant, c'est-à-dire le conseil municipal, qui fixe l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Dans le cadre des propositions d'avancement de grade au titre de l'année 2024 et considérant les besoins du service finance et commande publique, il est proposé de créer le poste suivant, un poste de rédacteur principal de 2e classe, emploi permanent à temps complet. Le 2e poste, il s'agit pour les besoins du service enfance, jeunesse, éducation et suite à la réussite d'un agent au concours d'adjoint d'animation principale de 2e classe. Considérant les fonctions de référence du poste occupé de cet agent, il est proposé de créer le poste suivant, un poste d'adjoint d'animation principale de 2e classe, emploi permanent à temps complet. Dès lors que les agents seront nommés sur ces postes, il conviendra, après avis du comité social territorial, de supprimer les postes pourvus, considérant que ces postes ne sont pas disponibles au tableau des effectifs. Voilà. Avez-vous des questions? Madame Paquet. Non, c'est pas une question, c'est juste de dire félicitations à l'agent qui a réussi son concours. Je pense que c'est important que la collectivité encourage fortement ses agents à passer les concours parce que c'est un des moyens d'évoluer professionnellement et aussi sur le plan salarial. Et je remarque aussi que comme la commune fait l'effort de créer le poste suite à la réussite du concours, c'est une démarche qu'il faut vraiment encourager et soutenir. Voilà. Vous allez me faire rougir, Madame Paquet, vous allez me faire rougir. Mais quand c'est bien, il faut le dire. Merci. Très bien, merci pour votre intervention. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Alors, je retrouve la bonne page. Le conseil municipal est invité à approuver la création des postes susmentionnés, modifier le tableau des effectifs, approuver le tableau des effectifs joint en annexe, inscrire au budget les crédits correspondants, autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Bon, je vais te laisser. Alors, après, nous avions, comme je l'ai dit au départ, la modification du règlement des services périscolaires, mais à la demande donc des services, elle sera reportée au 1er juillet. Mais par contre, nous avons le plaisir d'accueillir des personnes de l'association des Francas qui vont nous expliquer le taux d'effort et peut-être une intervention de Madame Mériadec. Oui, si vous voulez. Donc, on a un nouveau mode de facturation qui va permettre plus d'équité et de progressivité, qui va être mis en place dès le 8 juillet, c'est-à-dire au début des vacances d'été. Il s'agit du passage donc de la tarification par tranche de quotient, ce qu'on avait actuellement, à la tarification par taux de l'effort. C'est l'association des Francas qui nous a accompagnés dans cette démarche et on leur a demandé de venir ce soir pour vous présenter ce mode de fonctionnement. Voilà, c'est à vous. Merci pour l'accueil. On n'entend pas la pause. Je parle plus fort. Voilà. Je vais avoir un torticolis. Alors effectivement, on vient avec Laetitia Allard vous présenter ce qu'est le taux d'effort. C'est un nouveau principe de calcul de tarification pour les familles. Et c'est dans le cadre, c'est bien dans un cadre particulier. On a une convention en fait avec la CAF pour pouvoir accompagner les collectivités ou les associations qui souhaitent
basculer au taux d'effort. Et donc c'est dans le cadre d'une CPO avec pour objectif de rendre accessible l'ensemble des espaces d'éducation au plus grand nombre, de réduire les inégalités tarifaires générées par une tarification par tranche QF. Donc ça, c'est Laetitia qui va vous présenter ça plus longuement tout à l'heure, et d'assurer la promotion d'une tarification au taux d'effort. Donc on œuvre sur le département pour le passage au taux d'effort pour plusieurs structures actuellement, dont le Pèlerin qui a été un des premiers à demander cet accompagnement. Alors c'est quoi le taux d'effort finalement? C'est un coefficient multiplicateur qui est appliqué au quotient familial de chaque foyer. C'est-à-dire que avant, les familles avaient des tranches QF. Pareil, Laetitia va vous expliquer ça plus longuement, mais on était à 300 ou 400, on pouvait payer exactement la même chose. Là, c'est un tarif qui est lissé et qui monte finalement petit à petit en fonction des revenus de chaque famille. Et donc le tarif est ajusté à l'aide d'une constante. Et en fait, l'idée en tout cas du taux d'effort, en comparaison avec les tranches QF, c'est que les tranches QF, comme je disais tout à l'heure, génèrent un ensemble d'inégalités. Et ça demande généralement plus d'efforts de participation pour les familles à revenus modérés que pour les familles à haut revenu. Et donc l'idée, c'est de pouvoir gommer ces inégalités-là avec un calcul qui est forcément un peu plus complexe. Ce que vous voyez en bas, le tarif, c'est en gros égal au quotient familial multiplié par le taux d'effort plus une constante qui a été travaillée par notre logiciel qui permet finalement de basculer au taux d'effort. Et ce logiciel fonctionne avec on va dire toutes les données facturées de l'année N-1. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas partir de rien, et donc on est finalement parti de toutes les données facturées aux familles en 2021, je crois, ou 2022, je ne sais plus, et ce qui a généré finalement le taux d'effort le plus adapté pour la commune. Pourquoi on dit le plus adapté? C'est-à-dire que avec finalement peu de risques financiers, de dérapage financier pour la collectivité. C'était aussi ça la demande de la commune du Pèlerin. Et donc quelques petits chiffres qui sont intéressants. Donc, 1 sur 4, c'est l'offre de loisirs existante permet d'offrir une place pour un enfant sur 4 en accueil de loisirs sur les temps du mercredi. Et 22% des familles ne recourent pas à cette offre de loisirs pour des raisons financières. Donc l'idée, c'est bien d'essayer finalement de faciliter l'accès à tous les enfants pèlerins. Alors vous voyez là, alors c'est un petit peu technique, mais on va essayer de le faire le plus simplement possible. Ce qui est en vert, c'est la nouvelle tarification du coup qui monte petit à petit. Alors que par tranche, il y avait des formes d'à-coups pour les familles. C'est-à-dire que si les familles basculaient de 520 à 521 par exemple, boum, ils prenaient direct une hausse tarifaire très élevée. Là, l'idée, c'est de lisser finalement cette montée tarifaire. Donc, la tarification au taux d'effort est en vert sur le graphique et elle gomme effectivement cet effet de saut de tarif. Et pour pouvoir faire le taux d'effort, nous avons calculé ce qu'on appelle un tarif plancher et un tarif plafond pour limiter les tarifications. C'est-à-dire que au bout d'un moment, le tarif est plafonné et en même temps, pareil pour les tarifs, pour les quotients les plus bas. Et maintenant, je vais laisser la parole à Laetitia.
Donc, sur l'accompagnement de la ville du Pèlerin, on a commencé par faire 3 simulations différentes. A été choisie la 3e. Je vais vous montrer les résultats. Pour une fois que c'est pas les micros. Du coup, le résultat du taux d'effort, pour vous l'expliquer plus concrètement et pour expliquer cette hausse de tarifs qu'on peut imaginer, en fait, ça s'est fait en 2 phases. Il y a forcément une hausse de tarifs qui est appliquée tous les ans sur les tarifs des centres de loisirs. Ça y est. Et donc, dans la première colonne, vous avez les anciens tarifs qui étaient appliqués par tranche QF. La deuxième colonne, elle vous donne à voir les anciens tarifs, mais avec l'application d'une hausse de 10% pour les résidents de la commune et de 40% pour les résidents hors commune. La troisième colonne, elle vous donne à voir le taux d'effort qui sera appliqué sans la hausse de tarif, donc qui aurait été appliqué avec les anciens tarifs des tranches QF. Et la quatrième colonne, elle vous donne à voir finalement le tarif qui sera applicable en septembre pour la ville du Pèlerin et dès cet été pour les Francas qui prennent la gestion cet été. Le simulateur, il permet juste de rentrer son coefficient familial et de voir un peu ce qui se joue sur le tarif. Un coefficient familial qui était à 400 aujourd'hui paye sa journée repas d'ALSH, l'a payé en tout cas 4,95 € l'an dernier. En appliquant la hausse, elle l'aurait payé 5,45 €. Avec l'application taux d'effort, elle reste à 4,95 € parce qu'on est en dessous le tarif plancher. Et aujourd'hui, elle la paierait 5 €. Parce qu'on a une petite progression du tarif à ce niveau-là. La bascule sur cette activité-là, sur la première tranche, ancienne tranche en tout cas, elle se joue aux alentours de 538 pour le coefficient familial. Et on s'aperçoit bien que finalement, la hausse de tarif qui aurait été appliquée à 10% cette année, le taux d'effort, il ne nous fait pas payer plus cher la journée de centre de loisirs complète avec le repas. Donc on arrive à retomber sur nos pattes comme ça. Et donc c'est un équilibre qu'on a dû construire et faire des choix. Donc il y a certaines activités qui effectivement vont venir pallier l'écart qui pourrait être créé pour que la collectivité puisse retomber financièrement sur un équilibre et une balance financière à l'équilibre. Et que les familles soient quand même, en termes d'équité, puissent payer le tarif le plus juste en fonction du coefficient familial duquel elles dépendent. Je ne sais pas si ça amène des questions déjà de compréhension. Madame Paquet. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez expliquer l'augmentation des 10%? Ça n'a rien à voir avec le taux d'effort. C'est un choix de la municipalité, on est d'accord? Tout à fait.
Donc, je pense que c'est important dans la présentation de dire que d'un côté, il y a le taux d'effort, qui est un mode de calcul plus équitable, auquel la collectivité va faire le choix de rajouter un pourcentage d'augmentation. Il faut bien que le public comprenne que ce sont quand même deux choses qui pourraient être différentes, qui sont différentes, et que donc c'est cette addition des deux choix qui va aboutir au tarif que les gens vont payer. Mais le taux d'effort, c'est plus équitable que le quotient familial. Tout à fait. Il y a eu une première phase d'augmentation des tarifs qui s'applique tous les ans. Il y a eu une deuxième phase de calcul de taux d'effort. Et dans tous les cas, effectivement, le taux d'effort restera toujours plus équitable pour les familles que les anciennes tarifications par tranche QF. Madame Paquet. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le taux plafond? Parce que le taux plafond, c'est-à-dire que les gens qui ont des revenus supérieurs à ce plafond ne paieront pas plus cher que ce plafond. Donc c'est intéressant de savoir quel est le plafond. Ça va dépendre des activités. Sur l'activité journée dont je vous parlais tout à l'heure avec repas sur la LSH, le coefficient plancher, il est à 500, le coefficient plafond, il est à 1250, et les tarifs sont à 5 € et 19 € pour les résidents de la commune. Après, c'est un équilibre à trouver pour chaque activité en fonction des activités déjà facturées, parce qu'on part de l'existant avec notre simulateur. Donc on se base sur une base de données de facturation qui est assez proche, enfin qui est très proche du réel, puisque c'est vos données à vous, mais qui simule sur une année suivante avec une même réalité, ce qui serait le plus avantageux pour les familles. D'autres questions sur ce calcul du taux d'effort? S'il n'y en a pas, bah écoutez, je vous remercie de vous être déplacé. Ah, pardon, Madame Paquet, excusez-moi. Non, mais je voulais juste rajouter que c'est une très bonne décision que la commune aille vers le taux d'effort. C'était d'ailleurs dans notre programme. Donc on ne peut que se féliciter de sa mise en place. Pour autant, je pense qu'il va falloir quand même vraiment que le service enfance-jeunesse fasse preuve de pédagogie, et aussi vous les Francas, auprès des familles, puisqu'il y a quand même une augmentation, donc il y a sûrement des personnes qui vont payer plus. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que c'est le taux d'effort qui les fait payer plus. C'est bien l'augmentation des tarifs. Il y a une réunion qui est prévue, les Francas avec les parents d'élèves, pour expliquer. Et la hausse des tarifs, elle est claire, on le dit, on se cache pas derrière le taux d'effort pour faire passer en douce une hausse. Tout le monde le sait et on l'annonce. Madame Pérez. Dans vos formules, la constante, elle est amenée à disparaître à terme. Elle est là pour passer d'un tarif à l'autre. La constante, elle sert à ajuster le tarif pour les familles parce qu'elle est basée, le calcul est basé sur des données réelles. Du coup, elle sert à ajuster vraiment pour que les familles payent au plus juste. Par rapport au tarif précédent, pour qu'il n'y ait pas trop de différence. Exactement. Du coup, non, elle ne disparaîtra pas malheureusement. Jamais? Ou dans... Plus d'autres questions? Personne? Eh bien, je voulais vraiment vous remercier pour le travail et votre accompagnement. Et puis, à très bientôt. On se revoit très vite. Bonne soirée. Très bien, nous allons reprendre le cours du conseil municipal. Et puis, bon, non, je ne le dirai pas. Donc, la délibération suivante concerne le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur. Donc c'est un avis de la commune que l'on demande, et cette délibération est présentée par Jean-Luc Lécuyer. Le plan
partenarial de gestion. Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur, donc dit PPGD, LSID. Donc conformément à la loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, donc ALUR du 24 mars 2014, Nantes Métropole a engagé l'élaboration de son plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur par délibération du Conseil métropolitain du 29 juin 2015. Le document a été approuvé le 26 juin 2017 d'une durée de 6 ans et couvrant la période 2017-2022. Il a été prorogé d'1 an au Conseil métropolitain du 7 avril 2023. Le projet du renouvellement du plan est soumis à l'avis de l'État avant d'être approuvé en Conseil métropolitain le 27 juin 2024. Le plan partenarial de gestion s'intègre pleinement dans les orientations de la conférence intercommunale du logement, qui en assure la gouvernance. Il définit les orientations destinées à satisfaire le droit à l'information du demandeur et à assurer l'efficacité et l'équité dans la gestion des demandes. Il a pour objectif de placer le demandeur au cœur de l'instruction de son dossier, de son inscription au fichier commun de la demande jusqu'à l'attribution d'un logement social, tout en lui permettant d'en comprendre les différentes étapes. Celui-ci doit pour cela bénéficier de l'ensemble des informations nécessaires afin de mieux appréhender les règles d'attribution et les délais de satisfaction de sa demande. Le demandeur doit pouvoir devenir acteur de sa demande en prenant en compte les informations précises et complètes qui lui seront délivrées et, le cas échéant, mieux qualifier sa demande. Donc le plan repose sur 2 axes principaux. Donc l'organisation du service d'accueil et d'information des demandeurs. Donc ce service a pour objectif de délivrer une information homogène et harmonisée sur les processus d'attribution et l'avancement des demandes. Il repose sur un réseau de lieux d'accueil, à la tête duquel est la maison de l'habitant, portée par l'association départementale d'information logement, l'ADIL, de Loire-Atlantique, qui intègre l'espace habitat social, les communes, les bailleurs sociaux, les services de l'État et Action Logement. Donc, pour répondre à l'objectif d'information partagée, l'enjeu est d'actualiser le référentiel du SAIDL, donc c'est le service d'accueil et d'information du demandeur de logement, donc au regard de la réalité des missions de chacun des partenaires et de leur public cible. Donc le deuxième axe, c'est le dispositif de gestion partagée et prise en compte des ménages nécessitant un traitement particulier. Donc l'égalité et l'efficacité de traitement des demandes et la transparence vis-à-vis des demandeurs reposent sur la gestion partagée de la demande à travers le fichier commun de la demande, géré et animé par le Centre régional d'études pour l'habitat de l'Ouest, CREA-Ouest, via l'outil ImoWeb. Voilà. Donc le plan comporte le principe et les modalités du système de cotation de la demande, dont la généralisation a été rendue obligatoire par la loi Elan. Donc là, c'est un complément qui est venu, enfin, c'est quelque chose qui est venu se rajouter. Donc là, il est donc demandé donc l'avis des communes et de l'État. Donc, conformément aux dispositions des articles L 441.2.8 et R 441.2.11 du CCH, donc c'est du Code de la construction et de l'habitation, l'élaboration du plan partenarial de gestion est le résultat d'un travail partagé avec l'ensemble des acteurs de la conférence intercommunale du logement, en particulier Nantes Métropole et ses 24 communes, le préfet de Loire-Atlantique, les bailleurs sociaux présents dans le territoire et l'Union sociale de l'habitat des Pays de la Loire, les associations représentant les locataires, Action Logement, et le Centre régional d'études pour l'habitat de l'Ouest, CREA-Ouest, association gestionnaire du fichier partagé départemental de la demande locative sociale. Donc, en application des articles du CCH précités, le projet de plan doit être soumis pour avis à la conférence intercommunale du logement, aux communes membres de la métropole, ainsi qu'aux représentants de l'État dans le département. La conférence intercommunale du logement a émis un avis favorable lors de sa séance du 20 février 2024. Et la commission donc Solidarité et Affaires sociales du Pèlerin, donc du 2-5-2024,
a donné un avis favorable à l'unanimité. Voilà, donc si vous avez quelques questions. Merci Jean-Luc. Avez-vous des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, nous allons procéder au vote. Donc le conseil municipal est invité à émettre un avis favorable au projet du plan partenarial de gestion, engagé à mobiliser aux côtés de Nantes Métropole et des partenaires de la conférence intercommunale du logement, au regard des compétences qui sont propres à la commune, les moyens d'action nécessaires à la mise en œuvre du plan partenarial. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer la convention et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Cette délibération est donc adoptée. Nous rentrons dans le volet urbanisme. Nous allons commencer par des dénominations des espaces verts et plein air de la commune et également la dénomination d'une voie nouvelle présentée par Jean-Luc Bihan. Merci monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. La commune du Pèlerin comprend des espaces verts et des espaces de plein air non dénommés. Si le nom de la voie permet l'accès à cet espace concourt à sa localisation, cela reste néanmoins source d'imprécision, notamment dans le cadre d'interventions d'urgence des organismes de secours, d'organisation de manifestations et événements de plein air, et d'élaboration de cartographies précises. Il est donc proposé par la présente délibération de dénommer les espaces verts et espaces de plein air suivant le tableau ci-dessous. Les noms retenus pour l'espace numéro 1, desservi par la desserte avenue Mathurin-Métayer, carré Marguerite-Yourcenar. Pour l'espace numéro 2, desservi par rue du Moulin-Colette, le carré Anne de Noailles. L'espace numéro 3, desservi par l'avenue François Mitterrand, le square André Chélide. L'espace numéro 4, desservi par la rue d'Alger, l'espace William Wilberforce. L'espace numéro 5, desservi par la rue de la Genolière, jardins familiaux Bernard Dauvé. L'espace numéro 6, desservi par rue de la Jouardet, l'espace Samuel Paty. L'espace numéro 7, desservi par l'allée des Jonquilles, carré des Fleurs. Et enfin, l'espace numéro 8, desservi par le Pré-Luiseau, carré des Vignes. Cela permettra de faciliter l'identification des lieux publics et de répondre à une nécessité d'intérêt général par l'amélioration des accès au secours. En parallèle, la SAS Dixity est en cours d'étude pour déposer un permis de construire sur les parcelles cadastrées AK68P et AK69. Le projet comporte la réalisation de 53 logements ainsi qu'une voie de desserte. Ce projet se situe à proximité de la caserne de gendarmerie rue de Villeneuve. Pour les nouveaux habitants ainsi que pour les différents services publics, il est nécessaire de dénommer la voie de desserte du projet immobilier. Il est proposé d'attribuer à cette voie un nom en lien avec la caserne de gendarmerie limitrophe, rue du colonel Arnaud Beltrame. La commission urbanisme du 25 avril 24 a donné un avis favorable à l'unanimité. Merci. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur les dénominations de ces différents carrés, jardins et espaces? Oui, Madame Doucet, je vous en prie, vous pouvez vous exprimer. Je voulais juste préciser que ces noms étaient donnés, proposés dans le cadre de la commission, le groupe de travail, c'est pas vraiment une commission, groupe de travail Odonimi. Et je voulais rappeler sa composition parce qu'en fait, elle fait la part belle aux représentants des instances qui existent, des instances citoyennes qui existent au Pèlerin. Donc c'est composé d'élus de toute sensibilité, d'agents, un représentant du Conseil des sages, un représentant de l'association autrefois Le Pèlerin et un représentant ou une représentante des comités de village et de quartier. Voilà, c'était un petit aparté. C'est une précision intéressante, effectivement. Ouais, juste peut-être pour la question sur la rue d'Alger, pourquoi l'espace William Wilberforce?
Donc c'est un nom anglais comme on peut le deviner. C'est en fait, c'est à l'occasion du jumelage avec North Ferriby, on a pensé que pour relancer un petit peu ce jumelage, il était bon de créer quelque chose de plus, comment dire, de plus solide. Et de quoi de plus solide que de faire un espace où on pourra par la suite planter quelque chose. Et surtout, cet espace, il est juste au-dessus du mur que l'on est en train de refaire, donc qui est sur la rue du port Chassé. Et ce William Wilberforce donc n'est pas né à North Ferriby, mais juste à côté. C'était une proposition des Anglais que nous avons acceptée. Et voilà, donc c'était la petite précision que je souhaitais dire. Donc la commission a donné un avis favorable à l'unanimité. Donc le conseil municipal est invité à donner les noms ci-dessus énoncés aux espaces verts et espaces de plein air localisés suivant la carte jointe à la présente délibération. Dénommer la voie nouvelle de l'opération immobilière réalisée par la SAS Next City Programme Atlantique rue du colonel Arnaud Beltrame. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Délibération suivante, ça concerne la dénomination d'un bâtiment communal présenté par Jean-Luc Bihan. La commune du Pèlerin a acquis l'ancien bâtiment de la direction départementale de l'équipement situé au 32 rue du Clos. Après les travaux d'aménagement, celui-ci a été mis à disposition de plusieurs associations, le Restos du Cœur, le Secours Populaire et l'Amicale Pèlerinaise des véhicules rétro. La commune souhaite donner un nom à ce bâtiment municipal, notamment pour des raisons liées à sa géolocalisation. Le groupe Odonimi a retenu le nom de l'Entraide. La commission urbanisme du 25 avril 2024 a donné un avis favorable à l'unanimité. Avez-vous des questions, des remarques sur ce nom, l'Entraide? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à dénommer le bâtiment municipal situé au 32 rue du Clos l'Entraide. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à l'urbanisme, ou l'adjointe déléguée à l'urbanisme, à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Délibération suivante, elle concerne la cession de la parcelle cadastrée AA107, présentée par Brigitte Doucet. Donc depuis 2001, la commune est propriétaire d'une parcelle qui est située entre le 53 et le 55 rue Aristide Bertreux. C'est actuellement un jardin qui est loué. Or, la commune n'a pas vocation à garder ce terrain dans son giron privé. Donc, on demande au conseil municipal d'accepter l'idée de procéder à la mise en vente de cette parcelle. Voilà. Des questions? Oui, monsieur Moussu. Pardon. Je voulais savoir le prix à laquelle il serait vendu. Alors en fait, cette délibération va nous donne pouvoir pour solliciter les domaines pour évaluer cette parcelle. Autre question sur cette délibération? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Donc le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire ou l'adjointe délégué à faire estimer la parcelle cadastrée AA107 et à procéder à sa mise en vente. Autoriser monsieur le maire ou l'adjointe déléguée à signer tous les actes et tous documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Cette délibération est adoptée. Délibération suivante, elle concerne la cession de la parcelle cadastrée AK 152P. Brigitte Doucet. Alors, nous sommes rue Villeneuve. La future résidence qui va être construite par le promoteur Nexity. Donc, deux parcelles. La première au nord, qui est la parcelle donc AK 68, qui est donc une parcelle qui était à la commune. Nous avons voté en fin 2023 l'autorisation de céder cette parcelle pour que cette
construction ait lieu. Ensuite, en dessous, vous avez une parcelle qui est privée, donc elle est en cours d'acquisition par Mixity également, pardon. Et puis alors, en fait, c'est posé le problème lors de l'instruction du permis de construire, enfin de l'instruction, de la préparation de l'élaboration du permis de construire. Eh bien, c'est posé la question de l'écoulement des eaux pluviales exceptionnelles. Sur cette parcelle, les eaux pluviales se gèrent en cas de pluie normale, enfin normale, voilà, se gèrent. Par contre, en cas de pluie exceptionnelle, Nantes Métropole refuse en plus refuse, je sais plus ce que c'est. Enfin bref, Nantes Métropole a exigé qu'il y ait un exutoire à cette parcelle. Alors l'exutoire ne pouvait être que vers le boulevard Jean Monnet, qui est donc au sud. Et donc là, nous avons une parcelle ici qui est la parcelle AK 152, qui juxte la gendarmerie. Mais pour pas grever un futur projet d'extension peut-être de la gendarmerie, en tout cas c'est un terrain communal, eh bien il a été décidé et il vous est proposé donc une langue qui longe en fait la parcelle et qui rejoint le boulevard Jean Monnet. Donc voilà ce qui vous est demandé pour comme exutoire en fait aux eaux pluviales en cas de pluie exceptionnelle. Oui, en fait, je crois que c'est pompe de relevage que oui, tu cherchais. C'est voilà, ça que je cherchais. C'est la pompe de relevage donc qui était refusée par Nantes Métropole voilà. Et il fallait donc trouver quelque chose, enfin un écoulement gravitaire. Et c'est ce qui a été fait avec ce bout de parcelle. Voilà. Des questions sur cette délibération? Alors le prix, parce que oui. Vous allez peut-être me demander le prix, 7 000 € parce qu'il y a en fait, c'est une parcelle de 230 mètres carrés au prix de 7 000 €. Voilà. Oui. Vous parlez d'écoulement gravitaire, est-ce qu'il va y avoir des travaux nécessaires à l'écoulement d'eau? Oui, il va y avoir un fossé. Ils seront réalisés par Nexity, je Oui, il va y avoir un fossé, effectivement. Mais le fossé ne sera pas très grand, en fait, parce qu'il n'y a pas un besoin, il n'y a pas un gros besoin. Et en plus, ça va nous permettre de garder les arbres qui sont en EBC là sur le côté. Et il y aura suffisamment de place pour joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire servir d'exutoire, mais en même temps, ça fera un chemin que pourront emprunter les piétons. Donc ça veut dire que ça sera busé alors en fait. Comment, il y aura des buses. Non, c'est pour les fossés. Non, c'est un fossé busé ou c'est un fossé? Non, la métropole ne buse pas. C'est une noue. Hein, c'est une noue. On essaye d'imprégner le plus possible. Très bien. S'il n'y a plus d'autres questions sur cette délibération, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à céder une emprise foncière issue de la parcelle AK 152 au prix de 7 000 € net vendeur pour une superficie d'environ 230 mètres carrés, les frais afférents à l'acte restant à la charge de l'acquéreur. Autorisez monsieur le maire ou l'adjointe déléguée à signer tous les actes et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, cette délibération est adoptée. Délibération suivante, elle concerne la cession de la parcelle AA 74, présentée par Brigitte Doucet. Alors, la cession de la parcelle cadastrée AA 74, elle est située quai Provost. Alors, cette parcelle a fait l'objet d'une préemption de la commune en 2019. Et lors de cette préemption, en fait, l'acquéreur qui était évincé a saisi le tribunal administratif. Donc, je vous passe les détails. Donc, on a en première instance, la commune a été déboutée, et en deuxième instance aussi. C'est-à-dire le péché originel, c'était le manque de motivation précise. En fait, la motivation sur la préemption, c'était constituer une réserve foncière afin de permettre le soutien et le développement des loisirs et du tourisme sur le territoire. Donc, il aurait fallu préciser le projet. En fait, il y avait un projet, mais il n'a pas été précisé. Il faut dire que lorsqu'on a une opportunité comme ça, la commune a 2 mois, en fait. Et en fait, on ne détient pas seul ce pouvoir-là, puisqu'il faut
faut qu'on sollicite Nantes Métropole. Donc Nantes Métropole doit donner son avis, etc. On a 2 mois pour faire ça. C'est vrai que c'est très court. Et donc, eh bien, on a été débouté. Donc, il faut qu'on vende cette parcelle-là à l'acquéreur évincé. Alors ensuite, dans la délibération, on vous fait le détail. Dès que le tribunal administratif, en fait, a convenu de lui-même de la chose et du prix, hein, comme tout transfert de propriété. Et donc, on devait proposer le bien à l'acquéreur du départ, qui n'a pas souhaité donner suite. Donc, à ce moment-là, on a sollicité l'acquéreur. C'est le vendeur. Ouais, c'est le vendeur, ouais. Oui, le propriétaire. Ouais. Et donc, le propriétaire original. Et ensuite, alors le délai est passé, et ensuite on a sollicité l'acquéreur évincé, qui a en plus nous a demandé en plus de ne pas participer aux frais de mise en sécurité de cette parcelle-là. Donc, ce dernier, cet acquéreur évincé va donc pouvoir acheter cette parcelle. Et donc, cette délibération nous demande d'autoriser la cession de cette parcelle à l'acquéreur évincé, qui n'est autre que Monsieur Morival. Ah, quelle conclusion! Voilà. Donc en fait, on est obligé de repasser chez le notaire, et c'est à ce moment-là, donc après dans un délai raisonnable, qu'on devrait recevoir les 24 000 €. Oui, Monsieur Moussi. Oui, je voulais savoir, il a la capacité de l'acheter, mais a-t-il souhaité l'acheter? Ah si, non mais il a. D'accord. On lui a demandé. Hein. Mais il s'est on lui a demandé. Voilà. De toute façon, il a l'obligation de l'acheter. Voilà. Il a l'obligation. Ah d'accord. Dans le droit de propriété, nous on a l'obligation de le mettre en vente. Et lui, il a l'obligation de l'acheter, puisqu'on est d'accord sur la chose et le prix par le juge. Le juge a donné l'accord sur la chose et le prix. Donc, la vente est faite. Oui, on s'expose pas à un énième procès avec le personnage. Non. non, j'espère pas. Là, c'est clair, je dirais. Monsieur Michneau. Oui, nous avions les mêmes interrogations, savoir si la personne qui avait été évincée avait confirmé, mais de façon formelle et noir sur blanc, son intention d'acheter. Alors, vous nous dites qu'il a obligation, donc c'est parfait. Malgré tout, nous, on va s'abstenir sur ce dossier, parce que c'est un dossier ancien qui n'a malheureusement pas toujours fait honneur à la commune. Donc, voilà, on va s'abstenir. Parfait. D'autres questions sur ce dossier? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire ou l'adjointe déléguée à signer avec l'acquéreur évincé l'acte de vente portant cession de la parcelle cadastrée AA74, 6 quai Provost, au prix de 24 000 €. Autoriser monsieur le maire ou l'adjointe déléguée à signer tous les actes et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde sauf tous les noms. Ok. Après, nous avons un volet culture, démocratie participative et manifestation. La première délibération concerne l'attribution d'une subvention de projet sans convention pour le printemps du cirque, le printemps au cirque, avec le Serious Road Trip présenté par Paul Brunet. Oui, monsieur le maire, donc plusieurs délibérations ce soir concernant l'association du Serious Road Trip, bien connue aux pèlerins. Concernant donc l'organisation du printemps du cirque. Donc c'est une semaine de stage de découverte et de pratique autour des arts du cirque, les circassiens. Et donc l'objectif de ces stages pour l'association, c'est d'élargir le public habituel de l'école de cirque, et elle sollicite la collectivité pour l'octroi d'une subvention d'un montant de 600 €. Et lorsque l'on applique les critères convenus entre nous, on arrive à un montant de 288 € pour lesquels la commission culture a émis un avis favorable. Des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à approuver le montant proposé pour l'organisation du printemps au cirque, à savoir 288 €.
Autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer les conventions et tous documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Délibération suivante. Elle concerne l'attribution d'une subvention de projet sans convention pour le spectacle Hors les murs avec le Sirius. Paul Brunet. Oui, donc c'est une nouveauté de cette année 2024. L'association Le Sirius Road Trip, avant son festival traditionnel annuel Les Pèlerinés, souhaite organiser un événement à proximité de la mairie le jeudi 6 juin, donc on sera juste avant le début du festival, ainsi qu'une déambulation d'échassiers sur le marché le samedi matin. C'est un projet dont le budget est estimé à 2500 € et il demande une subvention de 300 € qui, si vous en êtes d'accord, leur sera accordée. La commission culture a déjà émis un avis favorable. Des questions sur cette subvention, l'attribution? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Le conseil municipal est invité à approuver le montant proposé pour l'organisation du spectacle Hors les murs, à savoir 300 €. Autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer les conventions et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Parfait. Délibération suivante, elle concerne l'attribution d'une subvention de projet avec convention pour le festival Les Pèlerinés avec le Sirius. Paul Brunet. Oui, donc du 7 au 9 juin, pendant 3 jours, on aura le plaisir d'avoir la 14e édition de ce festival Les Pèlerinés, qui accueille toujours pas mal d'habitants de la ville et des villes avoisinantes. Ce sont des spectacles de qualité, avec à chaque fois des nouvelles créations. Ça fait la part belle aux pratiques amateurs, et cela propose des ateliers de découverte autour des pratiques circassiennes. C'est un événement dont le budget prévisionnel est estimé à 24 500 € et il sollicite la collectivité pour une subvention d'un montant de 6 000 €. Nous proposons, comme l'année passée, d'accorder la somme de 5 000 €. La commission culture a émis un avis favorable. Oui, Madame Paquet. Alors, le représentant de cette association est venu nous présenter en commission les raisons de la demande d'augmentation sur ce budget. On l'a écouté, mais on n'en a pas tenu compte. C'est bien dommage, sachant qu'à côté, on a proposé, il lui a été proposé de présenter 2 autres demandes de subvention sans convention, dont la précédente que nous venons de voter. Peut-être que l'an prochain, il serait bon d'éviter pour une simplification administrative, tout simplement, de pouvoir rajouter, d'agrandir en fait la convention en tenant compte de ce concert hors les murs d'ouverture et d'augmenter la subvention générale à ce festival qui a une importance très grande sur la commune, qui brasse une population diverse. Et ça éviterait une complication administrative. Et puis, ça tiendrait compte aussi du fait que quand on fait déplacer les gens pour leur demander de nous expliquer pourquoi ils augmentent, et en même temps qu'on comprend que la demande, elle est réelle, bah, ce serait peut-être bien qu'on fasse un geste. Donc voilà. Mais je vote quand même pour, hein, bien entendu. Ouais, je suis pas forcément d'accord parce que les 3 événements vont pas toucher les mêmes personnes. C'est justement l'objectif de l'événement du jeudi soir à la mairie, c'est de toucher beaucoup plus d'habitants que le festival en lui-même. Je sais pas, moi j'aime bien l'idée de séparer les événements, les projets, voilà. Ouais, mais ça reste la même structure, le même festival, les mêmes personnes qui font l'effort de proposer quelque chose hors les murs. Je trouve que c'est cohérent d'envisager ce festival avec cette partie-là. Après, ce sera à discuter avec eux. Je suis pas sûr qu'ils y soient gagnants en fait. Ah, si on augmente la subvention aussi. Oui. D'autres questions sur cette délibération, cette attribution? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à approuver la subvention de projet d'un montant de 5 000 €, approuver la convention de subvention de projet, autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer les conventions et tout document nécessaire
à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité, c'est parfait. Délibération suivante. Elle concerne l'attribution d'une subvention de projet avec convention pour l'association ADED. Paul Brunet. Alors, ADED, c'est l'association destinée aux enfants de divorcés. Oui, donc c'est l'association de notre ami, comment il s'appelle déjà? Stéphane Olivier. Donc c'est je pensais que c'était Philippe qui présentait la délibération, c'est pour ça que je suis pris de court. Donc c'est l'association destinée aux enfants de divorcés, donc qui a déposé une demande de subvention de projet pour la deuxième édition de la course de caisse à savon qui aura lieu le dimanche 23 juin. Comme l'année dernière, un départ du haut de l'église, et cette année, donc 3 courses chronométrées sont programmées et évaluées sur leur esthétisme et leur originalité. C'est un budget qui est au total estimé à 11 350 €, et l'association fait une demande de subvention de 4 050 €. Après une étude du dossier, le montant proposé pour cette subvention de projet est de 500 €, et la commission sport a donné un avis favorable à l'unanimité. Des questions sur cette attribution de subvention? Oui, monsieur Michneau. Pas tant sur l'attribution de la subvention que bien évidemment on va voter, parce que c'est un événement qui est amené à perdurer, je l'espère en tout cas, qui fait venir beaucoup de monde au pèlerin. Plus sur le contenu de la convention, je crois que dans l'article 4, il est écrit le port du casque est recommandé. Est-ce qu'il aurait été mieux de mettre, nous pensons en tout cas, le port du casque est obligatoire. Ouais, l'idée de cette annotation sur le port de casque a été repris par rapport à ce qui se fait, ce qui se pratique dans d'autres courses de caisse à savon. On rappelle qu'il y a toujours des risques potentiels, mais on a préconisé le fait de porter ce casque en le limitant à un casque VTT, casque vélo, je crois de mémoire, suffisant. Voilà, le rendre obligatoire, ça mettait encore une contrainte de plus pour l'association. On le préconise simplement. J'ai eu chaud. D'autres questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à approuver la convention de subvention de projet, approuver le montant de subvention de 500 €, autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer les conventions et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Cette délibération est adoptée. Délibération suivante, elle concerne la convention de partenariat avec l'association Jazz en Ray, présentée par Paul Brunet. Alors, donc, du 5 au 7 juillet, nous aurons la deuxième édition du festival de Jazz en Loire. Festival, donc, organisé en partenariat avec l'association Jazz en Ray. Pourquoi est-ce qu'il y a une convention? Parce que on travaille main dans la main avec l'association, et puis la municipalité met à disposition les espaces publics de la ville, des agents municipaux, de la logistique, du matériel loué pour que tout puisse bien se dérouler. Donc cette convention que vous avez pu lire, qui est sensiblement la même que pour la première édition, et donc notre partenariat technique et financier, il y a les devoirs et les obligations de chacun qui sont à l'intérieur. C'est une façon aussi pour nous de soutenir l'association Jazz en Ray pour cet engagement au service de la culture de la ville du Pèlerin, et qui permet de faire se produire des musiciens locaux et départementaux, et de contribuer au rayonnement culturel de la ville du Pèlerin. Le budget de cet événement sur 3 jours est de 25 000 €, répartis comme suit. Il y a 9 000 € dédiés à la programmation et 13 000 € dédiés à la logistique. Il est proposé d'octroyer à Jazz en Ray, dans le cadre de ce partenariat, la somme de 3 000 € TTC. La commission culture a donné un avis à l'unanimité sur cette convention. Pour rappel, juste pour un point de programme, le vendredi 5 juillet, nous aurons, et c'est une nouveauté, à 20h30 sous les Halles, un bal swing. Et le samedi 6 juillet, à partir de 19h, une soirée de divers concerts
sur la grande scène à Bikini. Et le lendemain, comme pour la première édition, on aura sur la place du commandant L'Herminier, un big band Red Sin Jazz. Voilà. Très sympa. Alors, ça va être super sympa, mais moi, ce qui m'inquiète un peu, enfin, j'ai relu la convention, je trouve qu'elle manque un peu de clarté. C'est pas vraiment évident de comprendre ce que prend en charge financièrement la commune et qui fait quoi, parce que du coup, moi, en la relisant attentivement, on a l'impression que Jazz en Ré va faire des propositions de programmation, mais que les contrats vont être pris par la ville. Est-ce que j'ai bien compris ça? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Les musiciens sont payés par la ville. Donc, concrètement, c'est Jazz en Ré qui va proposer les artistes et les techniciens, et ensuite c'est la ville qui va faire les devis pour engager le personnel artistique. Ouais, en fait, c'est avec Jean, c'est avec notre agent qu'est prévue la programmation, parce qu'il est impliqué dans cette organisation avec le responsable de Jazz en Ré, et c'est la ville du Pèlerin qui règle les musiciens. Oui, mais je trouve que justement dans la convention, c'est pas super clair. Voilà, c'est juste peut-être mon regard de technicienne de la culture on prend parle. note. On pourrait peut-être toujours l'améliorer l'année prochaine, mais ce sera sûrement un très bon week-end. Voilà, tout le monde est le bienvenu. Monsieur Moussu. Oui, il y a un article, mais je me souviens plus lequel, mais vous vous en souvenez, j'en ai déjà parlé, puis, malgré que j'étais pas à la commission, puisque j'étais malade. Il y a un article qui précise que la commune se réserve le droit de choisir des artistes. Ça m'a un peu surpris, parce que je trouve que c'est pas tellement le rôle d'une municipalité. Parce que je pense que même s'il y avait un artiste qui était un petit peu dérangeant pour des raisons diverses et variées qu'on peut voir aujourd'hui, parce qu'il y a plein de scandales qui ressortent avec les artistes, je pense qu'on aurait le choix de le mettre dehors, ou de dire non. C'est trop près ou trop fort. Ouais. De dire non, c'est pas assez fort. Faut trouver le juste milieu, en fait. De dire non à cette personne-là, enfin voilà. C'est un article qui me choque un peu. Je trouve que c'est un petit peu, je sais pas. Il y a quelque chose qui me déplaît. En fait, il y a pas de, si je me peux me permettre, c'est pas choquant. C'est un événement municipal qui est financé par les pèlerinés, qui est gratuit, justement, pour permettre l'accès à tout le monde. Et en fait, c'est normal que la ville puisse avoir un droit de regard sur cette programmation, sachant qu'on a aussi des talents, des compétences en interne. Nous avons des agents qui ont des réseaux aussi dans le secteur culturel et qui peuvent aussi, s'ils le souhaitent, proposer des artistes avec l'accord de Jazz en Ré, puisque c'est une programmation commune. Mais voilà, c'est juste que la commune doit pouvoir se réserver cette faculté-là. En l'espèce, on ne l'utilise pas, mais c'est un événement quand même qui est financé à hauteur de 25 000 € par la commune et qui est gratuit. Voilà. Très bien. D'autres interventions sur cette convention? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à approuver la convention de partenariat avec l'association Jazz en Ré, approuver le montant octroyé à l'association dans le cadre du partenariat, autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer les conventions et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, cette délibération est donc adoptée. Un volet vie économique tourisme, où nous allons parler du rapport d'activité 2023 de la Sogémar sur l'exploitation du marché du Pèlerin, présenté par Valérie Lallemand. Donc, le rapport d'activité de la Sogémar, donc le rapport d'activité 2023, au-delà de l'aspect économique, donc notre marché est un excellent levier pour dynamiser, animer le centre-bourg. Toutefois, chaque année, comme nous sommes particulièrement attentifs au rapport d'activité annuel du délégataire du marché du Pèlerin, le marché il est toujours exploité par la Sogémar
En 2023, 5 commerçants sédentaires se sont abonnés. Un producteur de fruits et légumes, un vendeur de café, vendeur de bière, une poissonnerie et une vente de plantes et produits pour le bien-être. Et en contrepartie, il y a eu 3 désabonnements, un producteur de fruits et légumes, une vente de plats préparés et un vendeur de vêtements. Le nombre de commerçants, donc fin 2023, s'élève à 44, 35 abonnés et 9 passagers, soit le nombre le plus élevé depuis au moins 7 ans. Le nombre de mètres linéaires exploités augmente ainsi de 4% et les recettes de la Sogémar donc de 11%, soit 24 000 € de recettes, ces recettes étant réparties équitablement sur les 4 trimestres. La répartition en pourcentage des mètres linéaires exploités reste quant à elle inchangée. 23% pour les fruits et légumes, 13% pour la fromagerie, 11% pour la poissonnerie, 9% pour la boucherie-charcuterie, 8% pour les fleurs et l'horticulture. Pour 2023, toujours, le délégataire a ainsi dégagé un résultat brut de 3 392 € après avoir honoré ses dépenses, dont la redevance communale de 9 000 €. Enfin, chaque année, à la demande de la commune, le délégataire organise des animations et pour 2023, elles ont eu lieu en mai et en décembre, avec en plus l'organisation d'un marché de Noël le premier week-end de décembre qui sera reconduit en 2024. Et le conseil municipal donc est invité à prendre acte de la présentation de ce rapport. Des questions sur le rapport de la Sogémar? Oui, monsieur Écureuil. On a la chance d'avoir un bon marché, mais on a fait la proposition en commission d'avoir un genre de sondage pour les habitants ou les utilisateurs. Oui, il y aura un sondage sur ce que souhaitent effectivement les habitants, peut-être développer de nouvelles idées qui sera réalisée, tout à fait. C'est prévu. J'ai pas de date encore à vous annoncer. D'autres questions sur le marché? S'il n'y en a pas, c'est parfait. On va pouvoir conclure. Donc, le conseil municipal est invité à prendre acte de la présentation du rapport d'activité du marché d'approvisionnement de l'année 2023 de la société Sogémar, qui a été faite en séance. Donc, il n'y a pas de vote, on prend acte simplement. Délibération suivante. Donc là, on est dans l'accessibilité. Donc, c'est la présentation du rapport 2023 de la commission communale pour l'accessibilité. Je crois que c'est présenté à plusieurs voix. Oui, exactement. Bien. Alors donc, rapport annuel de l'année 2023 de la commission communale pour l'accessibilité. Donc, je rappelle la composition. Donc, elle est composée d'élus, d'agents de la ville, d'associations, le tir sportif, l'amicale laïque et Inspiré Compagnie, les structures de troisième âge, des structures handicap avec APF France Handicap, le foyer du Chêne Vert, le commerce avec Intermarché, et puis des membres invités qui sont très actifs, le Conseil des sages, des membres du Conseil des sages et 3 habitants de la commune qui sont donc usagers. C'est une structure qui fonctionne le plus possible horizontalement, d'accord, apolitique, on peut dire ça je pense, et participative, c'est-à-dire toutes les idées sont bonnes à prendre et on les étudie, on essaye de les mettre en œuvre. Alors au niveau de l'accessibilité et les institutions et les obligations, donc au niveau des logements sociaux, vous voyez qu'on a, c'est le même tableau qu'en 2022, puisque là il y aura la Croix-Hubin en fait en 2024. Mais donc on est toujours au même nombre de logements accessibles et adaptables, par exemple 52,71%. En ce qui concerne l'effectif des travailleurs handicapés employés par la commune,
Donc sur un effectif temps plein, équivalent temps plein de 62, on a donc 7 emplois bénéficiaires d'obligations d'emploi, qui fait un taux d'emploi de 9,21%. Au niveau des obligations également sur le fonds de compensation, donc là, on a une convention avec la MDPH sur l'obtention de subventions ou d'aide humaine, pour les personnes en situation de handicap. La commune accompagne donc auprès d'associations liées au handicap, lesquelles sont l'APAGE, l'ADAPI, l'aide à domicile avec l'ADAR, l'AFP, l'ADT, l'ANADOM, des Racines et des Voiles, Sésame Autisme et le foyer du Chêne Vert. Au niveau de l'agenda accessibilité, alors là, on n'est pas au niveau de l'ADAP, il y a des écarts avec les prévisions qu'on avait. Donc, il va y avoir un travail de fait avec l'arrivée. Alors, vous allez me dire, il vient pas d'arriver, mais nous avons un nouveau DST qui a eu énormément de travail à faire quand il est arrivé. Donc, par contre, il est très impliqué et proactif sur le domaine de l'accessibilité. Donc là, il va y avoir des choses de fait, il va y avoir des choses qui vont avancer là, au niveau de l'agenda ADAP. Et puis le PAV, de toute façon, il a été adopté en 2008 et il n'y a pas de nouveauté. Alors, au niveau des engagements de la commune, au niveau du service enfance et jeunesse et éducation, je vais laisser la parole à Cécile Mériadec. Merci. Donc, la commune du Pèlerin a signé avec la Caisse d'allocation familiale une charte d'accueil des enfants en situation de handicap. Par cette charte, nous nous engageons sur 19 points pour l'inclusion de ces enfants. Il s'agit en particulier de poursuivre nos efforts dans l'accueil de ce public, d'informer les familles de l'adhésion à cette charte et d'accepter la diffusion du nom de nos structures sur les supports de communication de la CAF. En contrepartie, la commune a accès à des formations pour ses agents et nous sommes référencés donc sur les supports de la Caisse d'allocation familiale. Le deuxième axe pour l'enfance jeunesse, c'est la classe Ulysse. Alors la classe Ulysse, elle dépend bien évidemment de l'éducation nationale, mais la commune a fait le choix de renforcer l'encadrement des temps méridiens pour ces enfants. Nous avons mis à disposition un agent supplémentaire sur les temps méridiens. Voilà. Merci Brigitte. Donc maintenant, en ce qui concerne la vie de la commission. Donc la commission, vous le savez maintenant, elle est divisée en deux groupes de travail. Donc le groupe de travail accessibilité et le groupe de travail inclusion. Donc l'accessibilité comme aménagement matériel à disposition de tous les habitants pour circuler en ville, pour accéder aux bâtiments, etc. Et inclusion comme restauration du lien social entre les personnes, quelles que soient leurs conditions, valides ou en situation de handicap. Et également la sensibilisation aux diverses situations de handicap. Au niveau de l'atelier accessibilité, je vais laisser la parole à Jean-Luc Billan. Merci Brigitte. Donc l'atelier accessibilité, c'est améliorer l'accessibilité de la voirie et des bâtiments. La méthode de travail, c'est une déambulation dans la commune, hein, rue, place, carrefour, etc. Donc en présence du directeur de service technique, de 2 élus, moi-même ainsi que Christian Dréan, des représentants des structures liées au handicap, ainsi que d'usagers en situation de handicap. Un inventaire des besoins de travaux à réaliser est dressé au fil de ces déambulations, qui est ensuite remonté au service de la ville ou à Nantes Métropole. La déambulation dernière était au 15 mai 2023. Nous sommes partis de la place Croix-Hubin. Nous avons remonté le Chêne Vert, puis rue du Cogrier, rue de l'Église, pour finir rue de l'Enclos. Suite à ça, la réalisation de travaux ont été effectués rue de l'Enclos et place de l'Église par Nantes Métropole, avec mise en accessibilité de la place de parking réservée à la desserte spéciale handicap, avec aménagement d'un passage incliné. Réalisation également de bateaux permettant une meilleure circulation d'un trottoir à l'autre. Il a également été effectué place du Champ de Foire un aménagement d'un îlot permettant une matérialisation et un repérage des surfaces et des espaces de circulation. Voilà Brigitte. Merci. Et donc maintenant le fonctionnement de l'atelier inclusion, Monsieur Dréan.
méthode de travail, c'est des réunions régulières au cours desquelles sont débattues des propositions d'animation, les projets dans le but de sensibiliser au handicap et d'aller vers les personnes de la commune éloignées pour diverses causes ou situations. Donc il y a notamment l'organisation de temps forts. Donc le temps fort, ce sera fin mai, avec un public scolaire. On cible tous les ans les CM2. Et un tout public tous les 2 ans. Le temps fort 2023 avait été animé par la compagnie du Cercle Carré, une compagnie de théâtre, qui a un ESAT artistique et culturel créé en 2015, qui est rattaché à l'association Adapay de Loire-Atlantique, qui crée des met en scène des comédiens en situation de handicap et des comédiens qui s'y associent. Un moment magique de partage entre les acteurs de la troupe et les élèves qui ont adhéré à 100% à la proposition de jeu. Merci. Alors, autre inclusion et par rapport au public éloigné. Marie-Christine Curodo. Merci Brigitte. Donc il existe 2 dispositifs. Le Pèleribus sur demande, c'est pour permettre à chaque organisateur d'événements de communiquer sur la possibilité d'aller chercher les personnes isolées en Pèleribus. Le sticker Pèleribus sur demande peut être apposé sur toute demande de communication d'événements. Et le deuxième dispositif, c'est la place à 1 € qui permet aux personnes en situation financière difficile et connue du Centre communal d'action sociale de participer aux événements payants, et un protocole est joint à toute demande d'organisation pour proposer et réserver des places à 1 €. Merci. Maintenant, on va se projeter sur 2024. Alors d'abord, les déambulations projetées. Donc en présence toujours avec les mêmes personnes présentes, et là avec Nantes Métropole. Donc en prévision du futur aménagement de la place du commandant L'Herminier, essayer de la rendre accessible, ou la rendre accessible le plus près possible en fait. Donc là il y a une déambulation qui est prévue, et qui va être prévue également à la suite de demandes d'habitants, là du coup, la réalisation d'un cheminement accessible à l'arrière d'Intermarché, même si c'est un petit peu compliqué puisque c'est un terrain privé, etc. Mais il y a une étude qui pourra être faite. Et puis, au niveau des déambulations pour 2024, enfin, au niveau de l'atelier accessibilité pour 2024, on va provoquer une réunion là avant l'été pour mettre à plat toutes les déambulations qu'on va pouvoir faire, et les problématiques qui pourraient être réglées dans un futur relativement proche avec le budget Nantes Métropole ou communal. Voilà pour 2024 en ce qui concerne l'accessibilité. Et en ce qui concerne l'inclusion, je donne la parole à Monsieur Michonneau. Donc, comme vous l'avez dit, le temps fort inclusion, c'est tous les 2 ans. Et c'est le week-end prochain. Ça va commencer dès jeudi soir avec, à partir de 19h, dans cette même salle, la diffusion d'un reportage qui a été fait sur David Martineau, que la plupart d'entre vous connaissez, élu de la ville de Nantes et conseiller départemental. C'est un monsieur en situation de handicap qui est né sans membre. Donc un reportage a été fait par FR3 et sera diffusé ce soir-là. Monsieur Martineau sera présent pour répondre aux différentes questions sur comment on peut vivre avec un tel handicap. Et en plus, c'est un monsieur qui est très engagé pour l'habitat, puisqu'il est président, alors je crois que c'est d'Atlantique Habitation avec un petit guillemet. Voilà, donc je vous invite à être nombreux dans cette salle. Le vendredi, comme on l'a dit, ce sera la journée des scolaires, une journée qui associera les CM2 des écoles publiques, les AT de la Chaufetière et le lycée du Boitillac, puisque l'encadrement sera assuré par des élèves du Boitillac. Et le samedi, c'est la journée ouverte au grand public, alors qui commencera dès le matin avec la présentation de l'exposition Handicap, qui sera dans une salle à côté, puisque cette salle n'est pas disponible. Et la même exposition sera ensuite visible à la médiathèque. Il y aura aussi le matin l'exposition des voitures de collection de l'association Handi Rétro,
qui œuvre pour déplacer et permettre à des personnes en situation de handicap de se déplacer d'un lieu à l'autre. Dans le même temps et dans une autre des salles ici, il y aura tout un tas d'activités de sensibilisation qu'on retrouvera l'après-midi. Le vernissage de l'exposition Handicap est prévu à partir de 10h30, 11h. Et au moment de la clôture, nous accueillerons la chorale au clair de la lune, de la rue, pardon. Et peut-être ils vont chanter au clair de la lune aussi, allez savoir. Voilà, c'est une chorale de personnes sans abri, initialement basée à Nantes, qui viendra prouver que l'inclusion, c'est pas seulement le handicap physique, c'est aussi toutes les situations, accidents de vie qui font qu'on se retrouve à la rue. Et l'après-midi, journée découverte, initiation, handisport, alors au tir sportif, au basket en fauteuil, au foot en marchant, à plein de choses. Grâce à nombreux partenariats. J'ai oublié de dire que pour toutes ces animations, il y aura quelques gourmandises réalisées par le Conseil des Sages et par le foyer du Chêne Vert. Donc n'oublions pas nos porte-monnaies. Et puis je crois qu'il y aura un concours de dessin à destination des scolaires, mais ça, je vous laisse en parler. Michneau, oui, effectivement, il y a un concours de dessin destiné à tous les scolaires en classe de primaire, en classe plurielle primaire. Donc il y aura un espace atelier, il y aura un espace dessin donc samedi toute la journée. Alors ils pourront venir avec leur dessin le déposer et ou le faire sur place. En tous les cas, il y aura un jury. À partir de 16h, il y aura un jury qui va se réunir avec des élus, on a déjà parlé de ça, et puis des membres du conseil municipal des enfants. Et il y aura cinq récompensés, donc pour les 5 meilleures œuvres. Donc demain, le conseil municipal des enfants travaille sur les critères esthétiques et du message aussi. Hein. Et puis, donc les 5 dessins retenus seront exposés à la médiathèque dans le cadre de l'exposition Handicap. Voilà. Alors cette année, on a un bon relais presse, parce qu'on a eu un article sur le courrier du Pays de Retz et on a un article qui est paru en ligne tout à l'heure sur Ouest France. Donc à vous également la commune poste sur Facebook et sur Instagram. Donc allez-y, relayez, partagez, qu'on ait du monde, d'accord? Parce que c'est l'affaire de tous. Enfin, en fait, on se fait du bien, on fait du bien aux autres, mais on se fait du bien à soi-même quand on participe à ce genre d'événements, je crois. Et puis un appel aux volontaires pour faire des sandwichs de samedi pour la chorale, pour nourrir nos amis de la chorale au clair de la rue. Atelier sandwich à 10h samedi. Et puis atelier toast aussi à 17h30 jeudi soir parce qu'effectivement c'est le foyer du Chêne Vert et les sages qui vont faire les gâteaux. Ils les font demain d'ailleurs. Et puis on a pensé un petit peu de salé aussi pour les personnes qui seront présentes, parce que ça commence à 19h, ça risque de terminer vers 21h. Donc voilà, se sustenter un petit peu de façon sympathique et conviviale. Voilà, mais j'ai tout dit. Que dire après tout ça? On peut dire que c'est une personne passionnée quand même, et passionnante. Donc le programme est quand même très chargé, très intéressant. Donc j'espère effectivement, comme le disait Brigitte, qu'il y aura énormément de monde pour assister à ces différentes manifestations. Y a-t-il les remerciements quand même? Bon. Donc vous voyez les aides de la Chauvetière, le foyer du Chêne Vert, donc le Conseil des Sages qu'on n'avait pas mis là, le lycée du Boitillac, les associations partenaires, dont le tir sportif qui est extrêmement actif, c'est une association pèlerinaise, les services de la ville et les services de Nantes Métropole. Voilà. C'est fini? Avez-vous des questions sur cette présentation du rapport 2023? S'il n'y en a pas, écoutez, je vous demande de prendre acte de la présentation du rapport d'activité de la commission communale pour l'accessibilité. Nous allons passer maintenant aux questions posées par les minorités. Donc la première, il y avait une question qui a été posée par minorité. Je prends la première qui est devant moi.
Donc, Monsieur Dréan qui l'a envoyé, donc c'est vous qui allez la lire. Oui. Lors des dernières élections, vous nous aviez fait un rappel à la loi suffisamment insistant sur le fait qu'étant élus, nous avions l'obligation de participer à l'organisation des élections. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi certains élus de la majorité ne sont pas sur le planning qui nous a été communiqué pour les élections européennes? Donc effectivement, votre question est pertinente. Mais par contre, je dirais que vous avez une vision hypermétropique de la question, puisqu'en fait, vous oubliez qu'il y a également un élu de la minorité qui n'est pas là. Et donc j'ai reçu ces 4 personnes qui m'ont donné des attestations, donc qui pour moi me semblent suffisantes pour qu'ils n'assistent pas au 9 juin aux élections municipales. Et en plus, pour la plupart, donc elles ont fourni des remplaçants. Donc, et qu'est-ce que j'ai dit? Ah bah il y a, ça arrive. Hein. Et j'ai hâte, hein. Ça doit être ça. Ça doit être ça. J'ai hâte. Voilà. Donc pour les voilà. Donc qui ont donné des remplaçants. Mais donc en particulier, je pourrais vous donner les raisons pour chacun des personnes qui ne sont pas sur la liste. Il n'y a pas de problème. Deuxième question, ça concerne Nouvel-Élan. Madame Paquet, Monsieur Michneau. Le 11 mai 2024, la Poste a annoncé la fermeture de 38 bureaux dans notre département, dont ceux du Pèlerin, de la Montagne et de Bouguenais. Que comptez-vous faire pour lutter contre cette fermeture dont l'impact sur la population, en particulier les plus âgés, les personnes à mobilité réduite ou ceux en fracture numérique, est inacceptable? Alors pour être très clair, donc j'ai rencontré les personnes, les responsables départementaux de la Poste il y a déjà quelque temps, c'était en fin d'année dernière. Et donc effectivement, ils sont venus pour me dire qu'ils allaient fermer la Poste du Pèlerin. Nous avons réussi à discuter. J'ai réussi à leur dire que c'était juste pas possible. Ils m'ont entendu. En fait, on est arrivé à un compromis. Jusqu'en 2026, rien ne se passe. Et après, progressivement, les choses vont être très claires. Hein, donc, ils vont fermer le centre de tri. Donc dans un premier temps, et après, donc dans un second temps qui n'est pas déterminé pour l'instant, mais pas avant 2026, il y aura la fermeture de la Poste. Alors la fermeture de la Poste n'est pas forcément dramatique en soi, puisque nous avons France Service, et France Service est apte à faire toutes les opérations postales, sauf la partie financière. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire à ce jour. Très bien, bah écoutez, le conseil municipal est terminé. Je vous remercie de votre présence. Le prochain conseil aura lieu le 1er juillet. Très bonne soirée à tout le monde.